riches d'échanges. Nous allons les poursuivre à l'occasion de cette table ronde qui s'intitule « Table ronde autour des expériences de transclasse ». Effectivement, nous allons avoir l'occasion d'échanger et d'entendre des expériences personnelles observées, collectées, voire imaginées, sous des formes et exprimées sous des formes variables parmi les auteurs qui se distinguent aussi par leur parcours, leur situation, leur âge, tout simplement. Et donc, la mise en perspective de ces trois personnes va être très utile. Donc, nous allons vous les présenter très brièvement. Bon, présenter, c'est déjà prendre une position sur l'objet, hein, parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'origine, on dit la dernière situation, on dit le parcours. Bon, on va s'en tenir modestement à quelques faits, sans entrer dans le débat avant qu'il n'ait eu lieu. Voilà, alors, donc, je présente d'abord Rosemarie Lagrave, qui est sociologue, directrice d'études à l'EHESS, qui a travaillé sur des sujets variés, d'abord la littérature paysanne, ensuite les agricultrices, la fin du communisme dans les pays d'Europe centrale, et qui a publié sur ces questions, mais aussi qui a publié dans d'autres domaines, et notamment par la direction qu'elle a assurée d'un ouvrage collectif qui s'intitule « Travailler avec Bourdieu ». Bon, nous l'avons invitée en fait pour son ouvrage le plus récent, qui s'intitule « Tous les mots sont importants » dans ce titre, « Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe » paru en 2021, La Découverte. Voilà, alors dans cet ouvrage, je la cite, il s'agit non pas d'une autobiographie, non pas d'une auto-analyse, mais de l'examen d'un processus. Et donc, on va avoir envie de savoir comment se passe ce processus. Bernard Fuselier, vous êtes donc sociologue, vous êtes directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique, une sorte d'équivalent fonctionnel du CNRS, on pourrait dire. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain. Et donc, vous venez de publier un ouvrage qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore et qui s'intitule « Journal d'un transclasse ». Journal de bord d'un transclasse, pardon. Merci de préciser le sous-titre. Récit d'une improbable traversée des classes sociales. Donc, Bernard Fuselier, vous avez écrit un ouvrage fictionnel, mais qui, selon votre propre aveu, parle beaucoup de vous. Voilà. Je te laisse présenter. Bon, voilà, Adrien. et Adrien Azéli, qui est à côté de moi, est journaliste indépendant. Il a travaillé pour diverses revues, pour Radio France également. Il est diplômé de l'École nationale supérieure et nous l'avons surtout invité pour son dernier ouvrage qui s'intitule, là encore, « Tous les mots comptent » et du premier au dernier. « Et tes parents, ils font quoi ?» Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. Parce qu'en effet, la singularité du travail conduit à partir d'entretiens, mais aussi d'un compte-rendu personnel, consiste justement à mettre en rapport les parents et les jeunes choisis dans l'échantillon. Donc voilà, trois regards. Florence va tout de suite lancer la discussion. Oui, on va essayer d'avoir le maximum de dialogue à cette table ronde entre nous, avec vous, avec évidemment nos auditeurs de l'autre côté de l'écran. Pour cela, nous allons avoir en fait trois registres de questions successives et vous répondrez successivement à chacune des questions posées, s'il vous plaît. Alors, je vais tout de suite lancer la première question. On va partir de la métaphore du voyage pour parler de nos transclasses ou transfuges. Et on va d'abord commencer par vous interroger sur qui sont finalement ces voyageurs. Et
on partira de 2 points d'ancrage. Le premier point d'ancrage, ce sera la famille et le milieu social d'origine, hein, avec peut-être comment dire, un passage, parce que Chantal Jacquet nous a indiqué, c'est-à-dire finalement, est-ce que ce voyage est déjà un peu en germe dans un projet familial, ou pas du tout, hein, sur le mode de ce qu'elle appelle la propulsion, ou bien pas du tout, ou est-ce que c'est le fait d'une fuite du milieu social d'origine, par exemple? Elle va même jusqu'à parler d'expulsion. Hein. Et puis le deuxième ancrage, eh ben, c'est celui d'une génération, parce qu'au fond, vous appartenez à 3 générations différentes, et on imagine bien sûr que ces parcours n'ont pas tous pu être rendus possibles de la même manière en fonction de ces générations. Voilà, donc est-ce que vous commencez, Rosemarie ? Bonjour les unes et les autres, et puis merci, on n'a pas assez dit merci pour ce colloque. Moi je sors de ce colloque avec plein d'idées pour déplacer les focales que j'ai faites dans mon propre travail, et je repars avec plein d'idées, voilà, et je voulais vous en remercier parce que c'est très important pour moi. Alors pour répondre d'abord à la métaphore du voyage, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout parce que cela suppose sans doute d'avoir presque une carte en main, une carte du tendre peut-être, une carte en main, et moi je n'avais pas de carte en main. La trajectoire que j'ai accomplie, c'est séquence par séquence, prenant des opportunités ici et là, propulsé par un certain nombre de possibilités, mais voyage ne me va pas du tout. Moi, je reprends ce que dit Annie Ernaux, c'est vraiment une migration de classe. Je migre, mais je ne sais pas où. Et pourquoi je ne sais pas où? C'est-à-dire que quand, dans votre colloque, il y a le probable et l'improbable, pour ma famille, 11 enfants, 9 filles, 2 garçons, dans un petit village rural de 345 habitants, et quand je regarde à l'époque, dans le contexte, les statistiques de l'INED et de l'INSEE, plus les bouquins de Grignon, on s'aperçoit que ma fratrie n'avait aucune chance, mais aucune chance statistique de faire des études. Alors pourquoi finalement on s'en est sorti, comme on me dit, alors que ce n'est pas le cas? C'est que et je reviendrai tout à l'heure sur comment j'ai travaillé, quand vous regardez sur les archives à la fois des rectorats et de l'école primaire, vous vous apercevez que les recteurs, à partir de 1949 jusqu'à 1969, n'ont qu'une consigne vis-à-vis des instituteurs, c'est envoyer des élèves au lycée, envoyer des élèves au lycée. Et je m'aperçois en regardant les archives de la petite école primaire que personne n'était allé au lycée avant l'arrivée de ma famille en Normandie, et que deuxièmement, même les instituteurs ne les présentaient pas au certificat d'études de peur qu'ils soient collés, ce qui entachait. Or, cette injonction pour les instituteurs d'envoyer des élèves au lycée rencontre le fait que dans ma famille, avec un père qui avait été au séminaire et qui avait donc pour l'époque, je ne sais pas, un niveau à peu près du bac, mais qui était invalide, donc qui était au lit toute la journée, lisait. Et je pense trouver là une des clés qui fait que mes sœurs et mes frères sont allés au lycée, c'est la rencontre entre un impératif pour les instituteurs qui, voyant arriver une flopée de filles bien dociles, parce que dans la famille, il n'y avait pas un cheveu qui devait dépasser, donc on était toutes prêtes pour l'école, qui de surcroît avaient le goût de la lecture. Voilà, ils ont su, ce gisement-là, ils ont su en faire quelque chose. Donc, l'improbabilité c'est reconverti en passage d'examen des bourses
c'était pas seulement un examen d'entrée en 6e, mais pour être boursier, il fallait passer un examen de plus. Donc, première constatation, je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. C'est une sélection. C'est une sélection qui est donnée. Les boursiers ne sont pas méritants, ils sont sursélectionnés. Hein. Et donc, voilà, alors c'est ça. Donc, je n'ai pas... ma famille d'origine, il n'y avait absolument aucun projet familial. Mais jusqu'à que je sois en fac, que je sois directrice d'études, jamais mes parents, sauf pour mon petit frère, le dernier, mes parents voulaient qu'il soit médecin, il n'a pas été médecin. Mais pour toutes les filles, c'est vous vous débrouillez, quoi. C'est la logique de ma trajectoire, c'est la nécessité financière et matérielle. C'est pas autre chose. Et donc, c'était pas non plus une fuite de mon milieu social. C'est au contraire de ce qu'a dit Chantal Jacquet. C'est-à-dire que parce que mon père était tuberculeux, mon frère aîné autiste, j'ai toujours eu un pied dans ma famille, tout le temps. C'est-à-dire que je revenais quasiment tous les mois, et ensuite ça a été, j'ai fait un mois presque à la mort de mes parents pour garder mon frère autiste. Donc je n'ai jamais fui mon milieu, mais je l'ai, au contraire, la sociologie aidant, compris de l'intérieur et autrement que comme un milieu à fuir. Hein. Et donc, c'est la sociologie qui m'a donné une compréhension des handicaps, des difficultés, d'avoir laissé, par exemple, mes camarades d'école à côté au village. Voilà. C'est tout. Et puis, de la génération, bien évidemment, je suis la plus vieille de cette salle, quoi. Et je pense que le contexte, ça j'y tiens, notamment le contexte de la Seconde Guerre mondiale en France, où l'État-providence, s'il n'y avait pas eu d'État-providence, je n'aurais jamais fait d'études. Ma famille aurait été misérable alors qu'elle a été pauvre. On a eu les allocations familiales, on a eu les allocations d'invalidité, nous avons eu des bourses d'État, et sans cet État-providence, je n'aurais, et mes sœurs et frères n'auraient jamais rien fait. Et donc, un des alliés d'ascension importants, il ne faut jamais l'oublier, ce sont les politiques publiques. Merci Rosemarie d'incarner comme ça directement le sujet de la discussion. Merci évidemment aux organisatrices et organisateurs de m'avoir convié à ces rencontres que je trouve excellentes. Contrairement à Rosemarie, moi je trouve que l'analogie du voyage n'est pas mauvaise, pour autant qu'on ne l'assimile pas à un voyage organisé par une agence, pour autant qu'on n'envisage pas comme faisant partie du tourisme de masse, ça veut dire routinisé. En fait, c'est un voyage dans un monde incertain et sans GPS. Alors, concernant les caractéristiques du voyageur, en fait, c'est une question vraiment redoutable, et au moins pour deux raisons. Parce qu'elle est tout d'abord dangereuse, parce qu'il y aurait un risque, que nous, on s'en garde évidemment sociologues, mais de vouloir attribuer en quelque sorte la réussite du voyage à des qualités purement personnelles. Et elle est redoutable pour une deuxième raison, c'est qu'elle est hyper complexe sociologiquement, car elle ne se limite pas à des variables sociodémographiques. Rosemarie a montré toutes les dimensions, les niveaux qui s'interpénètrent pour rendre compte d'un parcours, d'une trajectoire, d'une traversée des classes sociales. Alors peut-être, pour essayer de donner une grille, en tout cas celle qui me sert, il me semble qu'il y a plusieurs concepts ou dimensions qui doivent être prises en considération lorsqu'on s'interroge sur les caractéristiques du voyageur au départ. Il y a tout d'abord l'idée de la structure des capitaux initiaux qui définissent objectivement la position sociale. Mais il ne s'agit pas que de cela, c'est aussi un processus socialisateur dans un milieu d'acquisition, pour reprendre l'ailleurs, d'un patrimoine de disposition, pour reprendre Bourdieu, d'un habitus, ou pour avoir un concept un peu plus soft que j'utilise, un ethos de position qui définit en quelque sorte qu'est-ce qui est normal, juste et désirable de faire et de ne pas faire. Et donc, qui définit aussi un horizon des possibles et une destinée probable. En même temps, ce voyageur est localisé
et pas uniquement géographiquement, mais également dans ce que j'appelle une topographie existentielle, c'est-à-dire une carte de son monde social, mais qui est à de nombreux niveaux, qui concerne l'époque. Être né après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 80 ou aujourd'hui, ce sont des configurations, des coordonnées structurelles et culturelles qui varient, mais ce n'est pas simplement une époque, c'est aussi une société, avec ses dispositifs, avec ses systèmes, avec ses états-providence, puisqu'il y a des déclinaisons en fonction des sociétés. Le parcours que je retrace, mon parcours, je pense, n'aurait pas été possible aux États-Unis, mais il est possible en Belgique avec un système éducatif très souple où on peut faire l'enseignement technique et professionnel et puis transiter vers l'enseignement supérieur dit de type cours et puis prendre une passerelle vers l'université, etc., sans avoir beaucoup de moyens financiers. Sans être évalué aussi sur dossier à l'entrée. Donc ce sont des systèmes qui sont propres, encastrés dans les sociétés, qui participent à rendre possible ou impossible certains parcours. Ce sont aussi toute une série d'espaces sociaux, les configurations familiales, les communautés, bien entendu l'école, etc. Et c'est aussi une généalogie, dans la mesure où le voyageur, une des caractéristiques du voyageur au départ, c'est que ce n'est pas à sa naissance qu'il est défini, c'est déjà avant. Et donc, remonter dans la généalogie est important, notamment pour voir s'il y a des impulsions. Ce qui, évidemment, va être important pour comprendre à la fois comment se déroule le voyage, mais ça, on y reviendra, c'est une deuxième question, et quels sont, en fait, les effets que ça a sur la personne qui l'entreprend, et pour réfléchir plus généralement ou plus globalement aux enseignements. Merci bien. Je prends celui-là. Merci Rosemary, merci Bernard, et merci surtout de m'avoir invité, moi, le journaliste, à ces rencontres. Je vais essayer d'être à la hauteur du débat, mais je pense que j'ai eu un angle effectivement assez original pour cette enquête, qui est de m'intéresser aux familles et de les faire parler de leurs enfants, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Et je suis parti en fait de mon expérience personnelle, qui est d'avoir remarqué que mes chefs, les rédacteurs en chef à qui j'avais affaire, notamment au Monde, mais aussi au journal Têtu, par exemple, me disaient tes parents doivent être fiers de toi. Et systématiquement, quand je parlais de mes origines sociales et de mes études, on me disait tes parents doivent être fiers de toi. C'est vraiment incroyable. Et je savais que c'était pas tout à fait vrai, ou en tout cas que ce n'était pas complet. Et je voulais un petit peu corriger cette tendance qu'a la bourgeoisie, puisque ces rédacteurs en chef, spoiler, étaient nés dans des familles bourgeoises, de penser que l'ascension sociale est toujours le but de l'existence. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais accompli quelque chose. Je savais que pour ma famille, qui me disent à leur décharge qu'ils sont fiers de moi, et ils le disent, ils le formulent, mais on sent quand les choses ne sont pas complètes. Et donc, je me suis dit, allons vérifier ça auprès d'autres transfuges de classe et de leurs parents pour voir si c'est moi qui fantasme ou qui suis paranoïaque, ou si y a une réalité derrière. Autre chose, je constatais, puisqu'on parle de qui est le voyageur, que mes amis journalistes ne savaient pas qui étaient les transfuges de classe, puisqu'en fait, globalement, tout le monde se sentait transfuge de classe, y compris les enfants de profs d'histoire géo, qui sont la plupart de mes amis depuis que je suis en études supérieures, qui me disaient « Ah, je suis comme toi, puisque moi, je suis arrivé dans telle ou telle grande école ou tel doctorat. Tu sais, mes parents, c'était de modestes profs d'histoire géo à Clermont-Ferrand. » Et j'avais envie de dire, enfin je les croyais, parce que c'est un ressenti qui est exprimé par là. C'est pas, on ne parle pas de CSP, enfin quand on parle dans la vie de tous les jours, on ne fait pas de la sociologie. Donc moi je me disais, oui c'est sûr, ils ont la même expérience que moi. Et tout ça a été renforcé par le fait que les journalistes parlent très mal d'origine sociale, pour la simple et bonne raison qu'on ne pose quasiment jamais la question aux gens qu'on reçoit à la télé, à la radio, dans les journaux. Et moi, je le remarque pour ce travail, je me suis penché sur cette question. J'ai regardé des centaines d'interviews de responsables associatifs, de stars du cinéma, de
de militants, de profs, et en fait, enfin de figures en tout cas, et c'est assez rare quand le journaliste pointe du doigt l'origine sociale bourgeoise des gens qu'on reçoit, qui sont l'écrasante majorité des gens à qui on tend le micro. Donc j'ai voulu un petit peu m'interroger, en tout cas dans le cadre des médias qui sont très influents pour parler de classe sociale. Je me suis dit, mes parents passent leur vie devant la télé à entendre des gens qui viennent de milieux favorisés, sans que les journalistes fassent l'effort de dire, voilà, votre père était diplomate, votre mère était elle-même professeure d'université. Enfin, en tout cas, ce travail-là me semblait rarement fait, et je trouvais que c'était un manque de déontologie journalistique, voire de la désinformation parfois. Et je me suis demandé donc, voilà, si je pouvais, moi, apporter ma petite pierre à l'édifice en faisant une critique de mes pairs, puisque par exemple à France Inter, où je travaille souvent, il n'y a qu'un seul présentateur d'émissions quotidiennes qui pouvait répondre à mes critères étant des parents qui n'ont pas validé de diplôme de l'enseignement supérieur, qui ont un maximum un bac, et des enfants qui, eux, ont pu accéder aux études supérieures. Donc j'ai voulu, voilà, comme ça, reposer la question de qui était le voyageur en questionnant cette habitude des journalistes de remonter aux grands-parents. C'est-à-dire que les journalistes remontent tout le temps aux grands-parents, puisqu'en fait, on se cherche des transfuges de classe. Si on n'est que dans la reproduction sociale, ça va finir par se voir. Donc, dès que quelqu'un a le moindre grand-parent ouvrier ou paysan, on saute dessus, et tout à coup, c'est un transfuge de classe. Moi, j'avais envie de leur dire, mais vous savez bien que sa mère est la directrice de telle institution. Enfin, et donc, il y avait cette tendance-là, la tendance aussi de croire que toute personne n'étant pas née à Paris est un transfuge de classe, parce qu'en fait, dès que quelqu'un est né à Bordeaux, même de 2 parents architectes, c'est un transfuge de classe. Donc, tout cet imaginaire-là, j'ai voulu le défaire en parlant de mon expérience, qui est, donc moi, pour le dire en 2 mots, de la petite classe moyenne, mère secrétaire et père conducteur de poids lourd puis de bus. Donc voilà, pas dans la pauvreté, mais enfin, les fins de mois étaient justes, quoi. Ils ont toujours bien géré leur budget, mais c'était pas la richesse, ni le réseau, ni le savoir dans l'école. Et donc mes autres témoins dans le livre, en tout cas, sont tous des gens qui sont assez variés, parce que j'en ai une quinzaine. Donc leur seul point commun est d'avoir des parents qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui ne connaissent pas les rouages de l'école. Sinon, leur diversité est assez totale. Il y a des enfants d'agriculteurs, d'aides-soignantes, d'ouvriers, de petits employés comme mes parents. Certaines familles n'ont pas de parcours d'immigration, d'autres ont des parcours d'immigration. Il y a des immigrés vietnamiens, algériens, marocains, sénégalais. Certains sont hétérosexuels, d'autres sont homosexuels. Certains ont des fratries développées, d'autres ont des fratries plus restreintes. Donc il y a une variété comme ça des voyageurs dans mon livre. Et je suis allé voir leurs parents. Merci. Oui, une petite, très courte réaction pour qu'on puisse passer au deuxième jeu de questions. Oui, c'est par rapport à la première partie d'Adrien concernant les journalistes qui ne posaient pas la question des origines sociales. Moi, en fait, ce qui était un déclencheur dans la réflexion, l'écriture du bouquin, c'est l'inverse. C'est un collègue neurologue de l'Université de Liège qui a reçu un prix très prestigieux en Belgique. C'est le principal prix scientifique interdisciplinaire, qui est le prix Francky en 2017 qu'il a obtenu. Et les journalistes ont vraiment mis l'emphase sur le fait que c'était un fils de garagiste et d'une maman vendeuse de vêtements. Donc quelque chose de complètement atypique dans le milieu. Et il y avait comme ça une espèce de discours, ça montre que si on veut, on peut. C'est en quelque sorte la démonstration qu'il est possible. Et donc, comme sociologue, comme personne me sentant concerné, j'ai voulu montrer que c'était véritablement un parcours semé d'embûches, un parcours incrémental, on y reviendra, et que c'est un parcours où les enjeux, c'est d'identifier des supports collectifs. C'est jamais un parcours solitaire. Bon. Oui. Venons-en à la deuxième question, qui est justement celle des parcours. Que l'on peut, selon vos propres mots, appeler soit traversée, soit jeu de loi alambiqué, soit jeu de type Super Mario.
et qui prennent des formes extrêmement variées. Alors, on aimerait en savoir un peu plus. Comment se décline cette question générale? Tout simplement, quels ont été les obstacles qu'il a fallu franchir, les alliés et les soutiens qui ont facilité le parcours par des « allons-y » ou « allez-y » très encourageants. Quelles ont été les expériences décisives, les opportunités saisies? Quel est l'effet des contextes historiques et institutionnels? Et finalement, quel a été le ressenti au cours de ces années? Car chacun d'entre vous, la lecture de l'ouvrage exprime bien ces tensions, ces tendances un peu opposées, et tout ça, on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, une question très large. Je vous laisse le soin d'entrer à votre convenance là-dedans, toujours en essayant de se tenir à notre temporalité, comme vous l'avez fait pour la première question. Vous m'arrêtez si je suis trop longue. Oui, mais ça va. Pour l'instant, c'est parfait. Alors, quelle a été ma traversée? Quelle a été ma traversée? Comment dire, quels ont été les obstacles? Oui. D'abord, la traversée suppose que, au fond, on va d'un point à un autre. Et moi, j'ai jamais eu l'impression, au cours de ma migration de classe, d'aller d'un point à un autre. À chaque fois, je passais le pont, comme dirait Brassens, un obstacle qui me disait, tiens, va un peu plus loin, peut-être que c'est possible, et puis attrape une perche qu'on te tend, si tu l'attrapes pas, c'est foutu, et ainsi de suite. Jusqu'à que je sois élue directrice d'études, et c'est là où je voudrais faire un point méthodologique important pour moi. On ne naît pas transfuge, on le devient. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis devenue transfuge qu'au moment où j'ai été élue directrice d'études, avec l'impression, les sentiments que je n'allais plus régresser, ni financièrement, ni socialement. Parce qu'avant, rien n'était joué. J'ai fait longtemps du surplace comme maître de conf. Je ne savais pas si j'avais à cœur de vouloir diriger des thèses, je ne le savais pas. Donc il y avait encore des horizons d'attente qui n'étaient pas là. Et donc je voudrais vous montrer qu'on n'est pas transfuge toute sa vie. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais une élève comme les autres. Quand j'étais au lycée, j'étais boursière. Lorsque je suis arrivée à l'école de hautes études, je me dis oblate au sens de Bourdieu, c'est-à-dire la sécularisation du fait que j'ai toujours eu pour cette institution une espèce non seulement de révérence critique, mais de surtravail pour payer ma dette à une institution qui m'a accueilli. Et ça, c'est le fait des transfuges, quoi. On n'arrête pas de payer sa dette. Et donc, voilà. Et lorsque j'ai été directrice d'études, élue directrice d'études, il m'a semblé que là, je pouvais me dire transfuge. Mais avant, je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de passer des obstacles? Mais c'est les autres. J'ai aucun talent pour passer des obstacles. Je ne sais pas nager toute seule. Enfin, je sais nager, mais je ne sais pas nager, la traverser toute seule. D'abord mes instituteurs, ensuite, je l'ai dit, les bourses d'État, ensuite des profs au lycée qui m'ont dit mais attendez, pourquoi pas vous? Mais si, alors que en troisième, lorsque dans un truc d'orientation, c'était les premières années comment ça s'appelle, des tests d'orientation, on me trouve comme par hasard des qualités artistiques que j'ai jamais vues de ma vie. Et la directrice me dit, bah oui, comme ça, vous pouvez être coiffeuse. Je n'ai rien contre les coiffeuses, attention, hein. Je ne suis pas en train à mes prix de classe, ça ne sortira jamais de ma bouche. Mais n'empêche que cette directrice avait fait le lien entre mon genre et ma classe sociale d'origine. Hein. Et donc, l'artistique, c'était ça. Ensuite, quand je suis arrivé en fac, et que je suis arrivé en propédeutique, et que j'étais devant Lyotard, Yankelevitch et les autres, je ne comprenais rien, mais rien du tout. Et là, j'ai eu une prof du lycée, j'ai envoyé une lettre à mon prof de lycée en lui disant « mais je ne suis pas faite pour les études supérieures, je ne comprends rien ». Et elle m'a envoyé une lettre cinglante en disant « accrochez-vous, accrochez-vous ».
Et je me suis accroché. Et ensuite, comment dire, alors que j'étais salarié dans une bijouterie en même temps que mes études, j'ai passé à l'époque, on passait des certificats sociaux tous les ans. Je les ai eus, et voilà. Et après, on fait sa maîtrise. Et après, il y a une espèce d'enchaînement de... si tu as passé un cap, pourquoi essaie l'autre, hein. Et du coup, voilà, j'ai fait une thèse, et puis je suis rentré à l'école des hautes études par la petite porte, et ça j'y tiens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec une brisure personnelle, c'est-à-dire avec un divorce, je me suis retrouvé sans rien, et j'ai été voir mon directeur de thèse en lui disant « Vous n'avez pas un travail ?» Il m'a ri au nez, en disant « Mais si vous croyez qu'on rentre comme ça à l'école des hautes études, pour moi, je ne savais même pas ce que c'était l'école des hautes études. » Et 3 mois après, il avait besoin d'un vacataire, et il m'a prise. Et c'est comme ça que j'ai fait ma carrière, entre guillemets, à l'école des hautes études. Et c'est aussi pour ça que je ne suis rentré, j'allais dire, dans cette institution qui est peuplée d'héritiers et d'héritières, parce que c'est la filière Normale Sup. Je suis dans les seconds couteaux. C'est-à-dire qu'on peut être transfuge de classe, mais être dans une région dominée d'une institution dominante. Voilà. Très bien. Oh, pardon. Oui, moi, je suis entièrement d'accord sur le fait que finalement, comme on dépasse un horizon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et donc à chaque fois, l'écart se rejoue à chaque étape. Et en fait, on pourrait prendre encore une autre métaphore, c'est un peu la procession d'Echternach, je ne sais pas si vous la connaissez, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre côté, pap, pap, pap. C'est évident, moi j'étais un petit gars de la rue, père alcoolique qui battait ma mère blanchisseuse, et j'étais pas un bon élève, j'étais gentil. Alors, les instituteurs, les institutrices appréciaient. Donc, j'étais pas en classe un turbulent, mais à l'adolescence, bon, je faisais partie d'une bande et l'école, pour moi, était tout à fait secondaire, en quelque sorte. D'où, comme la plupart des jeunes en Belgique comme en France, ben, on rentre au collège, mais bon, on a différents. Et moi, le collège, donc un athénée. J'ai raté. Ma mère m'a dit oh, c'est pas grave, tu vas aller dans l'enseignement technique, hein, tu vas avoir un bon métier. Et comme j'étais pas tout à fait con, la première année, comme j'avais vu les matières, finalement j'étais pour la première fois de ma vie un bon élève dans une bonne classe avec des copains solidaires. Et un autre aspect, comme j'étais plutôt sportif, j'avais fait du football, là j'étais très mauvais, je me prenais les jambes et je tombais tout seul. Mais en revanche, au judo, j'avais de la reconnaissance. J'étais un bon judoka. Et j'avais un prof, parce que Rosemary a dit c'est fondamental, la question des rencontres. Un prof de judo qui me disait, donc qui nous disait il faut souffrir pour être beau, regardez comme j'ai souffert. C'est celui qui le disait, c'est pas moi. Hein. Il était beau. Tout ça est relatif. Mais en tout cas, cette petite phrase, je l'ai toujours retenue, et c'est après, en étant sociologue, que je me suis rendu compte de la portée de cette petite phrase. Nous sommes, en fait, dans l'éthos de la société industrielle. Il faut souffrir, il faut se donner de la peine si on veut arriver à quelque chose. Donc, une éthique du travail qu'il nous inculquait. Une éthique du travail que j'avais avec ma mère, mais bon, mon père est mort jeune. Ma mère s'est mise avec un chômeur de longue durée qui prenait l'apéro à 11h du matin et qui se terminait à 23h le soir, et qui était l'antipode de cette éthique, d'autant plus, mais en même temps, il a joué comme un contre-modèle. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu lui ressembler. Donc, c'est un autre processus, c'est se dire, mais dans l'ouvrage, je le nomme Kiki, mais son surnom, c'était Cacaille. Et Cacaille, maintenant, Dieu et son âme, c'est quelqu'un qui était finalement assez généreux, mais en même temps, il m'a fait souffrir, et je me suis dit, je ne veux pas lui ressembler. Doté d'une éthique du travail,
Malgré tout, à la maison, il y avait des livres. On reviendra sur la question des livres, parce que je vois que c'est toujours présent dans l'accession au capital social. Ma sœur, qui est aînée, avait commencé à me lire une histoire qui était Les Mémoires d'un âne, de la comtesse de Ségur. Et comme j'étais quand même dissipé, elle n'a plus voulu me le raconter. Et donc, j'ai été forcé, je ne sais plus quel âge, 6-7 ans, de décrypter moi-même cette histoire. Et puis, j'ai pris goût à la lecture. Bon, pas des romans de haute littérature. Les Bob Moran, pour moi, ont été un élément important et qui m'ont apporté aussi une ouverture au monde. Donc, je ne sais pas si en France, on disait les Bob Moran. Expérience partagée. Et puis, bon, on était en Belgique dans un univers de BD. Donc, il y a quand même un rapport à la lecture qui était positif. Et puis, je ne vais pas tout retracer, mais au fur et à mesure comme ça du parcours, je suis tombé sur des personnes qui m'ont conseillé, distillé quelques messages, qui m'ont soutenu. Par exemple, moi, je suis assistant social de formation parce que l'université n'était pas dans mon horizon naturel. Je ne pensais pas pouvoir accéder. D'ailleurs, je ne savais pas exactement ce qu'était l'université. Et c'est une prof en assistance sociale qui m'a dit « Bernard, il faudrait que tu continues à l'université ». Et elle m'a mis en contact avec un de ses anciens élèves, étudiant, qui était assistant à l'université. Je suis arrivé, j'ai ouvert des grands yeux et je me suis dit « Mais oui, j'ai envie de continuer ». Comme on avait des petits revenus, j'avais droit à une bourse d'études, pas par mes mérites, simplement parce qu'on était en deçà des seuils de revenus. J'avais pas de droit d'inscription et ma sœur avait emménagé pas trop loin de l'université, donc je devais même pas avoir un logement. Je pouvais loger chez ma sœur, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a permis de réaliser mes études universitaires, parce que ça aurait été trop cher sinon. Et donc, vous voyez, c'est comme ça. Puis après, on rentre, évidemment. Et alors, il y a un processus propre au milieu académique que je ne vais pas détailler ici, mais qui se base aussi sur des rencontres. Oui, alors je rebondis sur ce que disait Rosemary. On n'est pas transfuge toute sa vie. Moi, mon parti pris dans le bouquin, c'était et c'est je pense que j'ai pu un peu montrer à travers les 15 témoignages, c'est qu'ils jouent vraiment quelque chose au moment de l'entrée dans les études supérieures. Donc moi, je suis parti plutôt du principe que les gens devenaient de petits proto-transfuges à 18 ans, après le bac, parce que le fait de pouvoir y arriver, d'accéder, ça change quelque chose, notamment dans les rapports avec les parents, ce que je m'attelle à montrer, enfin, en interviewant les parents aussi. Je vois qu'il y a plein de points communs entre nous sur ce moment du voyage. Des emplois pendant les études. Rosemary parlait de la bijouterie. Je ne sais pas si ça a été le cas pour Bernard. Travailler comme étudiant. Comme étudiant, donc en fait, moi j'ai eu dans des librairies, des cours particuliers, enfin, etc., tout un tas de petits boulots que mes camarades héritiers, enfin vous me comprenez, je veux dire, qui n'avaient pas besoin de travailler, ne faisaient pas. Et surtout, voilà, en fait, ce qui me semble important, c'était de montrer, je voulais valider une hypothèse, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de transfuge de classe par hasard, que c'est pas une loterie, que c'est pas une tombola, et que une des causes principales de l'ascension sociale, une des conditions de possibilité, c'est ses parents. De manière consciente ou inconsciente, que ce soit un moteur ou que ce soit un repoussoir. Et donc voilà, donc l'idée c'était de s'élever contre une certaine romantisation des parcours de transfuge, en allant voir justement ce qu'en parlaient ses parents, et ils ont permis tout un tas de choses. Je cite Rosemary. Mes parents actualisaient des dispositions acquises antérieurement dans un nouveau contexte villageois, et ces manières distinctives étaient mises au compte qu'on venait de Paris. Ainsi, les apparences étaient sauves. Ça, c'est ce que raconte Rosemary, par exemple, dans son livre. Et ça me fait penser à la mère de Rokhaya Diallo, que j'interviewe dans mon livre. Rokhaya Diallo, qui est cette militante antiracisme, mais aussi journaliste et réalisatrice. En fait, sa mère était couturière dans une association de femmes migrantes. Mais elle allait aux Galeries Lafayette et elle lui faisait des robes haute couture parce qu'elle avait ce savoir-faire, tant et si bien que la petite Rokhaya passait pour une riche. Et que ses camarades d'école dans le 19e arrondissement de Paris, populaire à l'époque, lui disaient tu es riche. Elle disait à sa mère, maman, est-ce qu'on est riche? En fait, en gros, à chaque fois que j'ai posé la question à mes petits transfuges de classe et à leurs parents, j'ai pu remarquer que chacun avait eu une manière quand même de se distinguer à un moment donné, que ça venait pas de nulle part.
Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de parler de la propulsion, mais je pense que je peux en parler dans cette partie-là. La maman de David Béliard, qui est un adjoint à la mairie de Paris, adjoint à l'écologie, Martine qui est aide-soignante, qui est la seule à avoir obtenu son bac en 1974 dans sa fratrie, qui n'a pas pu continuer pour des raisons économiques, m'a exprimé un désir de revanche. Pour elle, il était essentiel que David, son fils aîné, et Mathieu, son frère, fassent des études. Et elle l'a exprimé très clairement. Moi, je voulais vivre à travers mes enfants. Il y a cet aspect-là. Il y a d'autres parents, au contraire, même s'ils ne m'ont pas tout dit, parce que c'est des questions très intimes, et donc il faut parfois lire entre les lignes. Mais par exemple, Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture que j'ai dans mon livre avec sa mère Odette, Aurélie Filippetti ne cesse de vanter tous les mérites et tous les bienfaits de son milieu dans sa cité ouvrière, parce qu'elle parlait de toute la culture que ça lui a apporté d'être dans cette cité ouvrière, avec des festivals de cinéma italien, avec une manière, avec des villes parrainées en URSS, donc des voyages possibles. Enfin, il y a eu tout un champ d'ouverture grâce à son milieu communiste dans lequel elle est née, mais en même temps, elle a exprimé ce rêve de partir, ce rêve de liberté qui l'animait petite fille, parce qu'elle se trouvait que c'était quand même un milieu fermé, sous cloche, et qu'en fait, elle voulait quand même en partir. Donc je pense que voilà, les parents jouent un rôle fondamental durant ce voyage, et leur point commun, c'est aussi qu'ils ne nous trouvent pas si exceptionnels que ça. Je vais citer Bernard dans son livre. Ma mère et Kiki semblaient comblés par mon parcours, le fameux Kiki dont on vient de parler, mais n'en faisaient pas tout un fromage. Des études universitaires, ok, c'était pas tant, si elles permettent de ramener des sous à un moment donné. Or, c'était loin d'être le cas. Et Rosemary, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'était une phrase que lui sortait son père. Voilà la sentence dont mon père nous gratifiait lorsque nous recevions le prix d'excellence. Pas de quoi être fier, en somme. Et donc, moi, j'ai voulu montrer aussi tout ça avec tous mes témoins qui rejoignent exactement ces deux réactions des parents, qui est pas de quoi bomber le torse. En fait, avoir des bonnes notes quand on est petit, c'est un prérequis. On ne va pas faire une fête à chaque fois qu'on ramène un 20 sur 20 à la maison. Et chacun des parents m'a montré. Donc, j'ai voulu montrer comment ce voyage était improbable, puisque les parents eux-mêmes n'en sont pas forcément les premiers supporters. C'est-à-dire qu'ils sont contents que leurs enfants marchent bien à l'école. Ils vont pas, ils sont contents de dire au voisinage ou aux autres membres de la famille, parce que bien souvent, les cousins et cousines, eux, ne font pas d'études ou ne marchent pas à l'école. Mais en revanche, ils ne sont pas fascinés. Et je termine un peu, Annie Ernaux, avec qui j'ai pu correspondre pendant l'écriture de ce livre, qui m'a relu, me dit à la fin une phrase de sa mère. Elle répondait vertement aux gens importants, s'extasiant sur mes résultats. L'esprit souffle où il veut. Donc quand il y avait des gens du village, les médecins qui disaient « Qu'est-ce que votre fille est géniale, elle a l'air douée », sa mère disait « Oui, l'esprit souffle où il veut ». Et je trouve que cette phrase un peu mordante veut dire que sa mère, finalement, se montrait peu impressionnée par les capacités scolaires de sa fille. Il y a un autre garçon dans mon livre qui est attaché parlementaire, un jeune garçon qui a fait Sciences Po. Je raconte une dispute entre lui et sa mère à la cérémonie de remise du diplôme de Sciences Po à la Philharmonie, où en sortant, sa mère, qui s'est sentie très mal à l'aise parce qu'elle est venue avec ses 5 autres enfants, alors que tous les gens dans cette cérémonie étaient des couples beaux, minces, qui parlaient de voyage, et Myriam, la mère de mon transfuge de classe, Tony, se sentait perdue. En sortant, elle dit à Tony « À quoi ça sert d'avoir obtenu ce diplôme, puisqu'on ne pourra pas se mêler à ces gens ? Tu sais, ce n'est pas tes diplômes qui vont m'impressionner. Le jour où tu m'impressionneras vraiment, on en reparlera. » Et donc, j'ai voulu m'interroger sur ce qui était important finalement pour ses parents. Et je crois qu'une des choses principales, c'est le soin qu'on accorde à sa famille plus que ses diplômes. Oui, je voulais juste ajouter à cela que ce que tu viens de dire, c'est comment appréhender à partir des parents, dans leur milieu, ils recodent la réussite, entre guillemets, de leurs enfants à partir des critères de qu'est-ce que c'est réussir. Par exemple, je prends le cas de ma mère quand je lui téléphone pour lui dire « je suis élue directrice d'études ». Elle me dit « ah, c'est bien, mais t'as pas fait construire ». Parce que dans le village, la réussite, c'est faire construire.
Et donc, voilà. Et ce que tu viens de dire, c'est comment ils recodent à partir des critères qui sont la réussite pour eux, et dans le village, ou bien dans la ville, ou dans le quartier. Hein. Et c'est ça qui est intéressant dans ton bouquin, c'est qu'on voit que réussir ne veut rien dire. Il faut regarder d'où on regarde la réussite. C'est-à-dire, si on change de point de vue, eh ben on voit que la réussite, elle tombe à l'eau, quoi. Alors, on arrive un peu au terme de ce parcours, qu'on le nomme voyage ou migration. On a vu qu'il n'avait rien de linéaire, de prédéterminé. On a vu qu'il était fait d'opportunités, d'embûches, forcément, de ressources, souvent collectives. Hein, vous nous l'avez rappelé. Donc, on a envie de vous poser la question, qu'est-ce que le voyage ou la migration a pu faire aux voyageurs ou à la migrante, en quelque sorte. Et avec cette question, on a envie aussi de vous interroger sur, puisque vos 3 ouvrages endossent des formes très différentes, qu'est-ce que ça a produit, l'écriture, sous ces 3 formes différentes? Et puis, pour finir, on aimerait bien aussi revenir au débat que nous avons eu à l'ouverture de ces journées avec Chantal Jacquet, c'est-à-dire comment, finalement, vous vous positionnez par rapport à ces concepts de transfuge que vous avez choisis dans votre sous-titre, Rosemary, ou de transclasse que vous lui préférez, Bernard. Donc, rebouclons avec ces catégories. C'est plein de questions, là. Hein. Je vais essayer d'y répondre. Tu me dis si j'oublie des trucs. Qu'est-ce que la migration fait à celui qui migre? Hein, bah, tout. Comment dire? C'est une espèce d'expérience continuelle, que on ne s'en sort jamais tout seul, qu'une migration est collective ou n'est pas, et que cette migration, elle vous porte, notamment, en tous les cas dans mon cas, c'est-à-dire à travers le féminisme et la sociologie et l'engagement politique, à comment dire, montrer que les classes sociales existent, bien qu'on commence à dire que non, ça n'existe plus, n'exagérons pas, voyons. Non, la reproduction des classes sociales, elle existe, que nous faisons des exceptions qui ne sont jamais exceptionnelles. C'est-à-dire, on n'a aucun mérite, pas d'exception. C'est pas exceptionnel comme on veut nous le faire croire. Et on peut s'interroger, et ça, je veux le faire dans un papier que je suis en train d'écrire sur qu'est-ce que c'est que cette focalisation tout d'un coup sur les transfuges. Ça interroge politiquement. Qu'est-ce que ça veut dire que, voilà, les usages que l'on fait des transfuges tout d'un coup. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée de la solidarité envers et contre tout, contre toutes les classes subalternes. C'est-à-dire que contre les mépris de classe, contre les mépris de genre, contre les mépris de tout ce que vous voulez, il me semble que la lucidité qui nous vient en marchant, en migrant, nous porte comment dire, à voir quelles sont les contraintes sociales qui pèsent et les handicaps sur les groupes sociaux, et donc à trouver des solidarités constantes avec eux. Et donc c'est cette lucidité qui nous vient par expérience continue, cumulée, c'est pour moi une vision politique. C'est une vision politique du monde, c'est-à-dire le monde ne va pas bien, et je ne serai jamais la caution d'un monde tel qu'il va. Voilà. Et puis, qu'est-ce que l'écriture vient voir là-dedans? Pour moi, comme je l'écris dans mon livre, il était exclu. Quand on est transfuge de classe, on n'a pas envie d'écrire, quoi.
on n'a pas envie d'écrire. Enfin, en tous les cas, moi, je n'avais pas envie d'écrire. Surtout quand on est sociologue et qu'on est dans une institution académique où les autobiographies sont vues comme ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'horreur. C'est on fait l'autobiographie quand on n'a plus rien à dire et qu'on ne fait plus de recherche. Donc, bien évidemment, pour moi, c'était un interdit. Et s'il n'y avait pas eu à la fois Pasquali et cette maison d'édition pour me dire, mais attendez, faites-le, quoi. Et où je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque? Finalement, rien, je suis vieille, je peux me permettre tout, parce que ce n'est pas vrai pour d'autres. Par exemple, je montre dans mon livre combien Yvette Delceau a écrit son autobiographie quand elle était à la retraite et qu'elle a publié un certain nombre de choses sous un pseudonyme. Donc ça rigole pas dans notre milieu académique avec les autobiographies. Hein. Et donc, et j'observe aussi que même Bourdieu dit peu de choses sur sa famille. Dans l'esquisse pour une auto-analyse, il en dit peu. J'ai eu un malheur dans mon enfance à l'âge de 5 ans. Quel malheur? Il dit voilà, très peu sur sa famille, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'était une esquisse. Il est mort avant de reprendre son bouquin. Hein. Il faut le savoir, ça, quand même. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, le passage à l'écriture, pour moi, a été comme payer ma dette. J'ai payé par l'écriture ma dette à la société, à ma famille, à l'institution qui m'a accueilli, à tous ceux qui m'ont aidé, mon groupe de féministes, le groupe des étudiants en sociologie à la Sorbonne à l'époque, qui a été pour moi, sans ce groupe, j'aurais jamais fait d'études de sociaux. Donc je paie ma dette à tous ceux qui m'ont aidé, voilà. Et puis pourquoi je me dis transfuge et pas transclasse, et je tiens à transfuge, c'est qu'il me semble que, comment dire, et Chantal Jacquet l'a dit, et je la comprends, transclasse, c'est plus neutre. Ça neutralise les trajectoires, on peut descendre, on peut monter, mais moi j'appelle toujours un chat un chat. C'est-à-dire que pour moi, transfuge, c'est plus politisé, c'est moins neutre, justement. Ça indique une ascension sociale relative, mais une ascension quand même. Et dans l'autre sens, je tiens à déclassement. Je tiens à déclassement. Il y a des gens qui sont déclassés, y compris dans ma famille. Hein, on a beau, à un moment donné, et c'est important de travailler, par exemple, sur les trajectoires probables, mais qui à un moment s'arrêtent. Hein, ça, c'est un truc qui s'arrête. Et donc, moi, je tiens à des mots qui disent bien le sens politique des choses, c'est-à-dire il y a une ascension relative et il y a des déclassements. Hein, et les déclassements, c'est important, là aussi, de les voir. Et donc, je ne veux pas neutraliser par transclasse. Oui, donc moi j'ai utilisé le terme transclasse justement pour le côté un peu plus diversifié, considérant que le transfuge de classe était une des formes possibles du transclassisme. Et en même temps, j'étais déçu par la manière dont Chantal Jacquet, c'était déjà contenu dans son ouvrage, mais très explicite ici dans sa conférence, voulait horizontaliser les choses. Alors qu'elle-même, pourtant quand elle continue à parler, après avoir dit il faut regarder de façon symétrique, horizontale, etc., elle parle des classes dominantes, elle parle des classes dirigeantes. Donc, quelque part, si il y a des classes dominantes, il y a des classes dominées. S'il y a des personnes qui dirigent, il y a ceux qui sont dirigés. Donc, il y a une hiérarchie sociale qu'on ne peut pas nier. Donc, je pense qu'il y a intérêt à prendre en considération les classes sociales dans leur antagonisme, dans leur rapport social, et de ne pas en voir une vision, je dirais, de bisounours. Cela dit, ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée quand même de traverser des classes sociales. Parce que la traversée, donc ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas, on traverse pas comme Rosemary l'a dit, mais à un moment donné, on rentre dans un nouvel univers. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention de ne pas assimiler uniquement les catégories socio-professionnelles. On monte dans les catégories socio-professionnelles.
on devient académique, on peut monter et être assez éloigné de son milieu d'origine. C'est pas pour autant qu'on va rentrer dans l'élite du club académique. Et là, c'est là que se joue aussi un certain nombre de codes auxquels on n'est pas familiarisé, qu'il faut découvrir. Le mimétisme est un processus qui intervient, etc. Donc, il faut pas simplement... C'est ça que j'aime bien aussi dans cette idée de transgresse, c'est que c'est pas simplement mesurer en quelque sorte une ascension ou un classement, déclassement, mais sur une échelle un peu formelle. Non, c'est-à-dire ça nous pousse à aller voir des milieux sociaux constitués qui ont des clausures, qui ont peu de porosité, mais et comment on peut s'insinuer, qu'est-ce que ça, comment on le découvre, comment on reçoit les claques aussi, comment on se sent ne pas appartenir, son exercice corporel, la manière de parler, la grande culture, etc. Donc voilà, transclasse pour moi, à la fois cette idée, on garde l'idée de classe et en même temps de cette traversée qui n'est pas simplement une ascension professionnelle. Donc c'est une traversée, on peut faire une traversée des classes sociales par une ascension professionnelle, mais c'est l'inverse n'est pas, donc c'est pas, je dirais, entièrement corrélé. Alors, pour revenir à ce que fait le voyage aux voyageurs, j'ai oublié quand même de dire deux choses qui sont assez personnelles, mais bon, parfois sur les autobiographies ou sur les dimensions personnelles, c'est voir comment ça résonne dans d'autres situations. Moi, deux personnes aussi qui ont fortement compté et qui m'ont soutenu, c'est mon grand-père paternel, puisque mon père est mort quand j'avais 10 ans, mon grand-père qui était un peu éloigné, qui habitait Bruxelles, qui était militaire, et quelqu'un qui était le seul d'ailleurs à regarder un peu ce que je faisais et à soutenir et à dire des propos. Il avait une vision, lui, de la hiérarchie sociale, militaire, vous allez me dire, et il disait la vie est faite pour s'élever, mais lentement et sereinement. Hein, qui va piano va sano et va lontano. Il me disait pas ça en italien. Et il me disait aussi, mon petit lapin, c'était sa marque d'affection, dans la vie, tu verras que des singes grimpent rapidement à l'arbre, que d'autres restent accrochés à leurs branches et s'y balancent, que d'autres en dégringolent. Un sage, le militaire. Donc, il y avait une forme comme ça d'inculcation du social et de ce qu'il se joue aussi dans ce social. Et donc, j'ai une dette vis-à-vis de mon grand-père. Une deuxième dette, c'est celui vis-à-vis de mon épouse. On s'est connus jeunes, j'avais 17 ans et demi. Elle vient d'un milieu agricole, mais plutôt des notables dans le village. Et ça a joué fortement. On a parlé des parents, mais lorsqu'on est dans une relation de couple, il y a les beaux-parents. Et ça a été un élément important. Par exemple, sur la question de la carrière, si ce n'était pas perçu par mes parents, en revanche, parce que faire carrière, c'est aussi être donné, s'investir sans savoir véritablement ce qu'on va collecter après, en particulier dans le milieu académique, puisque l'incertitude dure longtemps avant de savoir si on va être finalement nommé ou titularisé ou pas. Et donc, avec un diplôme universitaire, ma mère se disait, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas ailleurs, quoi ? Pourquoi est-ce que tu continues dans la précarité, en quelque sorte ? En revanche, pour mes beaux-parents agricoles, comme je mets dans le bouquin, eux, ils ont l'habitude de labourer des terres qui sont soumises aux aléas climatiques, et donc de travailler sans être sûr de finalement pouvoir collecter les choses. Et mon épouse m'a accompagné, m'a soutenu. Et donc il y a une dimension genrée là qui est importante, ça vaudrait la peine d'ailleurs de regarder cet aspect. Il y a une interférence qui est très forte entre finalement la vie professionnelle, la vie privée, la possibilité d'être disponible, de s'engager dans la vie professionnelle et d'être soutenu dans la vie privée, on le sait, et c'est une des bases des rapports de genre, et donc, je suis encore en dette par rapport à mon épouse. Alors, pourquoi j'utilise ça ? Parce que, en même temps, c'est difficile de parler d'ambition. À chaque étape, j'ai voulu aller un peu plus loin. On parlait de Super Mario. Il y avait aussi une espèce d'excitation comme ça, mais aussi une forme de ce que maintenant j'appellerais, de façon un peu plus théorique, une nécessité incorporée. C'est-à-dire le sentiment de devoir continuer, de ne pas m'arrêter en chemin, en quelque sorte. Et cette nécessité incorporée, aujourd'hui, ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire, c'est le sentiment aussi finalement d'avoir payé ma dette, à mon grand-père en particulier, d'avoir finalement aussi par rapport à mon épouse.
Et donc, je ne vis pas dans la rupture. Je ne vis pas, en tout cas, j'ai l'impression, sous l'angle d'un habitus clivé, sous l'angle d'un mal-être, mais plutôt d'une forme de satisfaction d'avoir payé ma dette. Je dis ça parce que les cas de figure peuvent être multiples. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les habitus clivés, le cul entre deux chaises, etc., qui sont des cas de figure, en effet, qui existent et qui sont assez bien, je dirais, représentés, en tout cas dans l'espace public. Mais ce n'est pas une loi, comme le fait d'être en rupture avec sa famille d'origine, ne plus en partager les codes, ne plus en partager le langage, etc. Il peut y avoir un éloignement, mais on pourrait dire à travers un ethos composite assumé, hein, si on veut. Voilà, donc par rapport à ce que fait le voyage aux voyageurs, et en même temps, je suis d'accord sur l'idée qu'il y a quand même une mise en garde, parce que derrière finalement, tous ces parcours, on est dans des formes d'émancipation individuelle, malgré toute la reconnaissance des dispositifs collectifs, etc., des rencontres, des autres, des liens, faibles ou forts, qui sont tissés. Mais en même temps, ce sont des parcours, sauf peut-être via l'engagement... Oui, ce sont des parcours quand même qui ne sont pas moteurs dans une perspective d'émancipation collective. Mais il y a des formes d'engagement. Moi, c'était plutôt un engagement social dans le mouvement ouvrier, parce que j'ai été amené, j'étais un peu coopté à l'université par les élites, en quelque sorte, du mouvement ouvrier à l'université, et pour laquelle j'ai donné des cours, par exemple en dehors de l'université, bénévolement, à l'Institut supérieur de culture ouvrière. Mais ces parcours traduisent quand même plutôt des processus qui n'engagent pas le rapport de force collectif. C'est ça que je voudrais dire. Et ces parcours soulignent qu'on n'est pas non plus dans une société liquide, qui est un terme qui a été utilisé au début de ce colloque. Oui, je termine en ajoutant ma petite pierre à tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une sorte de connaissance intime qu'il y a plusieurs classes sociales et qu'on a envie d'en rendre compte. C'est difficile à faire comprendre aux gens qui n'en ont connu qu'une. Alors j'imagine qu'on ne connaît jamais vraiment qu'une seule classe sociale, même si je connais des gens dont les grands-parents ont fait HEC, les parents ont fait HEC et les enfants ont fait HEC, comme ils le disent, hein, H-E-C. Mais la plupart des gens connaissent quand même plusieurs classes. En fait, nous, on en connaît vraiment intimement au moins deux. On remet les pieds dans nos familles, comme l'a dit Rosemary, c'est-à-dire qu'on retourne chez nos parents ou nos cousins, cousines. On fait partie des affaires courantes de la vie, donc on n'en est pas du tout séparés. Et c'est le cas de mes 15 témoins qui, toutes et tous à leur manière, sont restés proches de leurs parents, malgré des disputes assez homériques à l'époque des études supérieures. Et donc cette connaissance intime de 2 ou 3 classes sociales, en tout cas, dont on ne peut pas se défaire. Moi, je pense que c'est pour ça que je préfère le mot de transfuge. C'est parce que, oui, l'aspect trahison, l'aspect passage dans le camp ennemi, moi, je le vis un peu de cette manière-là. Et effectivement, à ce stade de ma vie, je pense que je me suis lancé dans ce travail pour payer ma dette, en tout cas à mes parents dans un premier temps, même si moi aussi j'ai des profs à qui je dois beaucoup de choses, des amis qui m'ont ouvert les yeux sur plein de manières de faire, mais en tout cas dire à mes parents qu'ils m'intéressaient, puisque la phrase de laquelle je pars, c'est ma mère qui me dit est-ce qu'on va encore t'intéresser maintenant que tu fréquentes les grands de ce monde ? Et la réponse est oui, donc j'ai voulu lui prouver par ce travail. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais je pense que quand même, à force, ça a dû percuter. Et évidemment, c'est compliqué de parler de soi, parce que Rosemary qui commence son livre par ça, qu'est-ce que ça veut dire de parler de soi en tant que sociologue, en tant que femme, après avoir pris sa retraite. Bernard qui commence en disant chaque personne... Non, peut-être qu'il finit, je crois que c'est dans l'intro quand même. Chaque personne aurait un livre à écrire. Est-ce que je suis pris d'une poussée de narcissisme
je m'admire, je m'expose. Bon, moi, en fait, je me cachais aussi parce que dans le journalisme, il y a des règles, c'est qu'on ne serait compétent que pour parler de sujets qui n'ont rien à voir avec soi. Donc, par exemple, moi, je serais supposé être très compétent dans l'automobile parce que je ne connais rien. Et en fait, moi, je pense qu'on est plus compétent pour parler des choses qui nous touchent intimement. Et le journalisme situé commence à se faire une place. Les gens qui ont vécu des choses commencent à se sentir légitime à en parler. Et donc, je me suis autorisé à faire ce livre. Et il faut dire quand même que c'est mon éditrice, parce que Rosemary disait qu'elle ferait un jour un papier sur pourquoi il y a un tel phénomène autour des transfuges de classe. Mon éditrice chez Lattès qui m'a encouragé à remettre de moi dans le livre, parce que moi, en tant que journaliste, je voulais quand même me cacher un peu derrière mes témoins, assumer dans l'introduction que je le faisais parce que c'était mon histoire, mais ensuite laisser la place à mes témoins. Et elle, c'est elle qui m'a encouragé, poussé, harcelé même, je dirais, pour que je transforme mes petites transitions qui n'étaient que des petites étoiles. Vous savez, les 3 petites étoiles bien pratiques qui permettent de passer d'une histoire à l'autre, par moi. Et donc, en fait, bon, elle a sûrement raison, parce que la plupart des retours qu'on me fait, c'est que ma position permet de suivre un fil et de s'attacher à une personne. Et je pense qu'on a quand même besoin de s'attacher à des personnes pour comprendre une idée, un ressenti. Et je voulais aussi dire quand même que le voyage, ce qu'il fait au transfuge, c'est qu'il peut... C'est pour ça qu'on a une telle dette, il peut le rendre parfois méprisant. Alors moi, j'ai jamais eu honte de ma famille, mais dans mes témoins, il y en a. Je pense à Aurélie Vallogne, qui est une écrivaine de romans très populaire, que d'ailleurs beaucoup de mamans de mon livre lisent. Elle écrit des romans sur la famille qui s'appellent Mémé dans les orties, par exemple. Et Aurélie Vallogne, elle me raconte comment à 10 ans, et sa mère me dit la même chose, donc elles ont exactement le même souvenir, comment elle reprenait déjà sa mère sur sa mauvaise syntaxe, en lui disant qu'elle allait la tirer vers le bas, parce qu'elle disait aller au coiffeur et non pas chez le coiffeur, par exemple. Et donc cette Aurélie Vallogne, elle pleurait quand elle faisait l'entretien avec moi en me disant qu'elle avait fait souffrir sa mère, comme Édouard Louis a pu le dire aussi dans ses livres. Et maintenant, elle ne cesse de vouloir se racheter. Donc il y a quand même cette violence qu'on a créée, peut-être malgré soi, qui demeure. Le voyage, en tout cas, moi, je pense que ça m'a fait ça. Et la dette, elle s'explique sans doute par ce biais. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole au public. Je voulais juste faire un petit commentaire qui m'a frappé quand je lisais vos textes et quand je vous ai entendu ce matin. Je me suis dit, je suis, comme la plupart d'entre vous sans doute ici, ni héritier ni transfuge. Et pourtant, ce que vous avez écrit sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, ce matin, aussi bien la manière dont le parcours se vit et se construit, les alliés, les rencontres, enfin tout ce qu'on a décliné, je pourrais le faire à ma façon, dans mon histoire. Et donc, qu'est-ce qui va distinguer ceux qui ne sont ni héritiers ni transfuges? C'est probablement la question qui a été évoquée par Rosemary tout à l'heure et reprise par toi aussi, c'est que dans le cas des héritiers et des transfuges, on met en avant la question des rapports de domination. Et ça, c'est le point de définition. Le reste, c'est raconter des histoires de vie. Et quand on raconte des histoires de vie, ben on a la même grammaire que vous avez utilisée, sauf qu'on n'a pas de manière centrale la question du pouvoir et des dominants-dominés à traiter, disons. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Oui, on ne peut être que d'accord avec ça. Je veux dire, on ne peut pas parler de classe sociale si on ne passe pas de dominants et de dominés, et de voir qu'il y a des classes subalternes et d'autres qui, effectivement, héritent et cumulent des héritages multiples et variés. Mais je voulais souligner aussi les 3 registres dans lesquels nous sommes tous les 3. C'est-à-dire que, Adrien, toi, tu as fait, si j'ose dire, un portrait de groupe. C'est-à-dire, au fond, avec tes 15 entretiens, on voit bien se former une configuration qui est un peu instable, mais qui en même temps donne une espèce de portrait, oui, de visage à ses parents et ses transfuges vus par leurs parents. Et je reviendrai sur la honte. Toi, tu passes par la fiction. Alors une fiction toujours, comment dire, mesurée, parce que te lisant, on sait bien qu'à un moment donné,
c'est toi, mais c'est pas toi. C'est-à-dire que tu prends ton lecteur à revers, voilà, tu fais un récit fictionnel qui se fonde sur des éléments autobiographiques. Mais moi, c'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est pas une autobiographie, c'est pas un récit de moi. C'est une enquête. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu, c'est prendre au sérieux ce que Bourdieu disait en 1976 sur l'illusion biographique. On peut pas faire d'autobiographie. L'illusion biographique, eh ben j'ai dit si. On va voir ce qu'on va voir. J'ai réussi, je réussis pas. C'est autre chose. Mais prenons au sérieux l'illusion biographique et faisons une enquête, comme je le ferai sur d'autres familles, sur 3 générations, et voyons ce que ça fait. Et c'est bien que ça dilue mon moi. Je ne voulais pas me mettre en avant. Je voulais vous montrer seulement comment je suis la construction sur 3 générations. Et de faire pièce à l'illusion biographique. Oh, vas-y. Non, mais c'est parce que finalement, ce que tu mets en évidence, c'est que sur les 3 ouvrages, il n'y a pas une autobiographie canonique. Oui, voilà, c'est ça. Et l'enjeu, pour moi, c'était moins de parler de moi, d'où aussi l'invention, c'était de ne pas faire un essai sociologique, mais de faire un ouvrage qui pouvait être plus grand public pour attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas la fluidité imaginée. J'ai évoqué là le fait au départ, qui était vraiment un déclencheur. Je dis, mais là, les journalistes, ils sont en train d'envoyer un message. Quand on veut, on peut. Et je voulais déconstruire à travers un récit qui peut capter, je dirais, un public plus large que l'universitaire. Oui, il y a quelques questions, remarques dans le chat déjà. Alors d'abord 2 remarques de Mario Correia. La première, c'est qu'il confirme que l'autobiographie, c'est s'exposer à la critique et surtout à la critique de classe. Voilà, ça c'est sa première remarque. La deuxième, c'est par rapport au concept de transfuge versus concept de transclasse, il rebondit sur ce que disait Adrien tout à l'heure en disant que, en effet, les parents marquent la distance par rapport aux transfuges. La phrase qu'on peut entendre aussi, c'est maintenant tu es un monsieur, et donc il dit on est bien des transfuges et que la notion de transcage, ça a plutôt tendance à nier la violence que peut représenter le passage, alors que celle de transfuge, si j'ai bien compris sa remarque, est plus fidèle à ce qui est vécu parfois. Et ça rejoint une remarque aussi de notre collègue Maribel Garcia, que je salue, qui nous écoute depuis Barcelone, et qui voulait qu'on revienne aussi sur la question de transfuge, mais vous l'avez fait par la suite, et qui disait, mais quid de l'habitus de classe de départ et d'éventuelles, justement, souffrances par la suite de ce qu'on peut vivre aujourd'hui par rapport à son habitus de classe antérieur. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Comment dire, on a un habitus de classe dans son enfance, comme dirait Lahire, enfance de classe. On a une socialisation et une formation de l'habitus de classe, ou plutôt un habitus de classe en formation, qui se coagule un peu plus à l'adolescence, mais qui aussi, attrape et nourrit par les rencontres que l'on fait au lycée, puis ensuite dans l'enseignement supérieur, en sorte que cet habitus de classe, il n'est pas donné une fois pour toutes. Il se forge et il se module au contact des univers sociaux et des frontières sociales que l'on passe tout au long de son parcours. En sorte que, j'allais dire, on est dépaysé quand on arrive dans un milieu social comme par exemple l'école des hautes études, où quand même vous avez un entre-soi, entre guillemets, je mets plein de guillemets, grands hommes, qui effectivement ont des manières de se tenir, de discuter ensemble,
voilà, de faire des barrières sociales entre des gens connus, reconnus, qui se reçoivent mutuellement, qui sont gradés plus, et puis d'autres. Hein. Et donc, comment dire, on s'adapte constamment, mais l'habitus de classe, on le transporte avec soi pour le moduler, et pour moi, il n'est pas clivé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a une espèce de, comment dire, il est composite, mais d'alchimie, où on en prend et on en laisse. Et quand je dis on en prend et on en laisse, c'est vraiment la vision politique du mépris de classe qui vous fait voir la classe sociale dans laquelle vous arrivez comme pas forcément désirable. Elle était désirable au début, et quand on la va fonctionner avec des concurrences, de la violence, on la va fonctionner avec des hiérarchies, on la va fonctionner avec des exclusions, et on se dit « Ah !» hein. Et donc, quand Michelet, par exemple, disait dans Le Peuple, il dit quand il faut parvenir à rester soi. Mais moi, je lui rétorque, quand est-ce qu'on est soi ? Quel est le soi que l'on va privilégier ? Le soi, il est toujours en train de se faire, il est en construction. On n'a jamais fini de se construire en soi, hein, ce soi. Et donc, voilà, c'est comme ça que je répondrai. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression quand même d'avoir dû être un acteur pour m'adapter à plein de situations. Mais effectivement, vous dites tous les deux que votre habitus n'est pas clivé, que vous avez une personnalité qui... Mais moi, c'est vrai que quand même, j'ai dû imiter, et d'ailleurs, je suis très fort en imitation de personnalité, et je pense que ça vient de là, en fait, c'est-à-dire de m'adapter vraiment à des manières de parler, d'être, de faire. Et en tout cas, surtout, ce que ça donne, cette histoire de violence sur les parents, je réagissais aux commentaires qui avaient été faits, c'est que à la fois, c'est un vrai problème, on aime et on déteste les représentants de nos deux milieux à tour de rôle. C'est-à-dire que moi, parfois, je suis en colère contre mon milieu d'origine pour de multiples raisons, tout en étant en colère contre mon milieu d'arrivée pour de multiples raisons. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu une vengeance que je fais contre mes collègues journalistes. Ce livre, même si c'est tendre, mais c'est quand même une vengeance pour leur rappeler qu'ils viennent d'un milieu assez homogène. Et à la fois, je les adore des deux côtés. Bon, c'est quand même compliqué de vivre avec ces deux choses, et je ne sais pas ce qui fait que chacun le vit de manière différente. Je ne sais pas. Oui, donc moi, quelque part, donc j'ai évoqué un ethos composite assumé, et ma perception rejoint très fortement plutôt l'approche lahirienne, et ce que Muriel Darmon appelle aussi la socialisation continue, avec des formes d'ajustement, réajustement, et c'est pas pour autant que quand on ajuste qu'on découvre de nouvelles choses, qu'on évacue ce qu'on a antérieurement. C'est pas parce qu'on a appris à tenir correctement un verre de vin qu'on n'est pas capable de mettre un vin dans un verre à limonade et de le boire à grande gorgée. Donc, ce que je veux dire, c'est là, il y aurait peut-être sociologiquement un peu voir quelles sont les conditions sociales de production de formes différenciées d'habitus en cheminant. Donc, quels sont ceux qui vivent, qui expriment, qui manifestent un habitus clivé? Quels sont ceux et celles et là, je pense que ce serait une question de recherche sociologique à mener. Oui, je voudrais me poser une question, ou en tout cas faire une remarque qui peut-être sera en même temps une question, qui me tracasse beaucoup depuis un bon moment. Et je ne sais pas très bien comment le dire, mais je vais essayer de le dire le mieux possible. En partant de là, je veux dire, le transclasse ou le transfuge, peu importe pour l'instant, je veux dire, on peut effectivement dire que c'est un voyageur ou un migrant, là aussi, peu importe pour l'instant, qui sait d'où il part, mais qui ne sait pas où il va.
Alors quand je dis qu'il ne sait pas où il va, je ne veux pas faire allusion là au fait qu'il puisse y avoir toute une série d'événements qui vont influer, toute une série d'aléas, des hauts, des bas, etc. C'est pas ça que je veux dire. Quand je veux dire qu'il ne sait pas où il va, je veux dire que qu'est-ce que c'est cette classe vers laquelle il va? Si je prends mon exemple, je vais prendre mon exemple pour commencer, quoi. Je veux dire, je suis fils d'ouvrier, d'ouvrière, quoi. Père ouvrier, régleur sur machine dans une usine, dans une petite vallée vosgienne. Ma mère, ancienne ouvrière du textile, qui a élevé ses enfants par la suite. J'ai eu un parcours par la suite. J'étais bon élève à l'école, ce qui est peut-être pas très bien quand on parle de transclasse. Il vaut mieux être mauvais élève, avoir été mauvais élève, mais bon. J'étais bon élève, je suivis une scolarité. Bon, voilà, un peu. Ma mère rêvait que je devienne instituteur. Et c'est peut-être là que les choses commencent. Parce que je ne serai pas instituteur, mais je deviendrai... j'ai travaillé au CEREC, par exemple. Je vais l'enseigner la sociologie à l'Université de Poitiers. Et je rentre dans un milieu... Quand j'essaye d'y réfléchir, je me dis, qui y a-t-il dans ce milieu-là? Quels sont les gens que je croise dans ce milieu-là, quoi? À la fois en tant que collègue ou en tant qu'ami, etc. J'ai... plein d'amis qui sont comme moi devenus enseignants, soit enseignants de lycée, soit enseignants de l'école d'ingénieurs, soit enseignants d'université, qui ont eu le même parcours que moi, à peu près, quoi. Voilà, j'ai un bon copain, prof de maths, qui dit on est des erreurs de la sélection. Voilà. Bon, on a passé les étapes parce que lui était bon en maths, moi aussi j'étais bon en maths à l'époque. Voilà. Bon, et on est arrivé là où on est arrivé comme ça, quoi. Mais je veux dire, dans ce milieu-là, il y avait plein de gens comme nous. Mais il y avait aussi des enfants de profs qui sont arrivés là, voire de cette strate-là, quoi. Et des gens, des camarades qui venaient, ou des collègues, des amis qui venaient de milieux même plus élevés, qui étaient peut-être dans une certaine mesure dans un relatif déclassement. Je veux dire par là que, je pourrais dire ça aussi des collègues, hein, je veux dire parmi mes collègues à Poitiers, j'ai un collègue qui vient de milieu populaire, voilà, avéré, j'ai un collègue qui, ami aussi, oui, qui vient, fils de médecin, voilà, bon. Et qu'est-ce que c'est que ce milieu-là dans lequel je rentre? Je me dis que si je raisonne en statisticien, je vais dire, voilà, cadre et profession intellectuelle supérieure. Mais c'est extrêmement divers, cette histoire-là, quoi. Et je rentre dans un groupe social qui a d'abord une place particulière dans cette catégorie-là, des cadres et professions intellectuelles supérieures, et qui, en plus de ça, est, pour le dire un peu vite, parce qu'on n'a pas le temps d'être long en ce moment, qui est en relatif déclassement. Quand je pense que ma mère me rêvait instituteur, je veux dire, c'était bien, hein, j'ai rêvé avec elle de devenir instituteur à un moment donné, quoi. Mais quand on voit la considération des instituteurs aujourd'hui, on se dit, ma pauvre mère, enfin, à Marseille on dit pauvre mère quand la mère est décédée, mais la mienne est décédée depuis longtemps, donc ma pauvre mère, je veux dire, aujourd'hui, elle serait sacrément déçue de voir dans quelle position je suis si j'étais devenu instituteur. Les profs, en général, sont sacrément déclassés aujourd'hui. J'ai parlé de profs de maths parce que j'ai de bons copains profs de maths, quoi. Mais je veux dire, plus personne ne veut devenir prof de maths. Quand on fait les mathématiques, on veut devenir autre chose. On veut devenir faire de l'actuariat, faire du trading, faire des choses comme ça, travailler dans la finance, mais on ne veut plus enseigner les mathématiques, quoi. Donc, si je prends toutes ces données-là en compte, je veux dire, j'ai envie de dire que oui, j'ai eu un parcours de transfuge ou transclasse d'une certaine façon. Mais ce parcours pose beaucoup de questions, quoi. Alors quelquefois, je me rassure en disant que c'est peut-être pour ça que, pour reprendre un nini comme faisait José tout à l'heure, que je n'ai ni trahison, ni... comment j'avais écrit ça, là, ni trahison, ni honte, quoi. Je n'ai pas honte d'avoir quitté, je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi, je n'ai pas non plus la grosse tête pour avoir accédé à... Voilà. Mais je veux dire que je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur où on va, quoi. Je veux dire...
et pas simplement sur le chemin est important, ça c'est indiscutable, mais que la position même du groupe social dans lequel on arrive, bon, peut-être que lorsqu'on est directeur d'études à l'école des hautes études, c'est un peu plus net. Bon, mais bon, voilà. Enfin, je ne sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai voulu dire, mais voilà, une inquiétude. Alors attendez, je préfère pour la gestion du temps qu'on prenne les 2 dernières questions qui se posaient et que vous répondiez. Oui, mais je pense que vraiment... Alors, on prend 2 dernières questions, une du chat et une de Claire Bidard dans la salle. Donc, Ingrid Tucci, notre collègue du Lest, déjà vous remercie infiniment pour ses interventions passionnantes et stimulantes. Et elle demande si les intervenants et intervenantes pourraient un peu développer davantage au sujet du langage, des codes. Que signifie pour les interactions dans lesquelles on se retrouve, en quoi est-ce que cela peut venir perturber à différents niveaux la trajectoire de transclasse, le sentiment d'appartenance ou de non-appartenance. Alors Claire, et après vous répondez et c'est conclusif. Oui, moi je voulais abonder un petit peu sur la question de la complexité. D'abord, on ne se sent pas toujours super autorisé à rentrer dans ces discussions quand on n'est pas transfuge vertical comme ce que vous expliquez, mais tant pis, je prends la parole quand même. Moi j'inviterais à regarder, peut-être à ne pas s'interdire d'envisager la question des revenus, la question des transferts horizontaux et pas seulement verticaux, et la question des autres générations. Je m'explique. La question des revenus, quand on dit notre niveau de salaire, on fait rigoler beaucoup de gens. Ou alors on ne nous croit pas par rapport au niveau d'études. Donc on ne fait pas ce métier pour ça, mais quand même, on n'est pas en haut de l'échelle des revenus, c'est clair. Donc voilà, dans nos milieux intellectuels et en particulier dans le public, on n'est pas complètement en haut de l'échelle au regard du niveau de revenus et du niveau d'études. Deuxième chose, horizontalement. Ma mère m'a dit quand j'ai soutenu mon DEA, donc juste en amont de la thèse, mais avec l'intention de continuer, bon, ben maintenant que tu as fait ça, tu vas arrêter et essayer de te mettre dans une vraie filière pour un vrai travail. Mais ma mère, elle est médecin spécialiste, hospitalier. Mon père aussi. Or, ils étaient tous les deux des transfuges de classe dans 2 sens différents. Ma mère était fille de cuisinier, lui-même fils de vigneron. Et pour une fille, à l'époque, entamer des études de médecine, c'était absolument scandaleux. Effectivement, il fallait qu'elle soit instite, postière, mais et mon grand-père n'a jamais supporté, il la traitait de tous les noms, il ne voulait pas la croire, en tout cas, ça n'allait pas. Bon. Mon père, lui, sortait d'un milieu très bourgeois, plutôt aristocratique. Donc déjà, travailler, ce n'était pas franchement une bonne idée, mais travailler comme médecin, c'était absolument dégoûtant. On parle de sang, on parle de choses concrètes, donc c'était extrêmement mal vu. Donc tous les deux ont été très brimés par leur famille. Et finalement, moi, je me prends aussi dans la tête le fait que pour un médecin, un sociologue, vraiment, ça ne sert à rien. Et ça, ce n'est pas un vrai travail, quoi. Donc, voilà, il peut y avoir des petits malheurs et petits désajustements, pas seulement quand on est issu des classes les plus populaires. Maintenant, José n'a pas tort de dire que ce n'est pas la même domination. Mais enfin, ça coince aux entournures quand même. Qui peut commencer ? Mais peut-être sur la question où on va, c'est vrai, c'est important, mais j'avais signalé qu'il ne faut pas assimiler directement les catégories socio-professionnelles et les classes. Et on a eu dernièrement Antoine Dain qui a fait une présentation que je trouve tout à fait illustrative. Il montrait des catégories socio-professionnelles supérieures qui quittaient finalement leur bon job pour faire du néo-artisanat, mais avec une structure de capitaux quasi inchangée. Capital financier, peut-être qu'il gagne moins, mais bon, il y a la dimension patrimoniale qu'il faut tenir compte, quand même, c'est pas n'importe quoi, en fonction de ce qu'on hérite comme capital au départ, il y a des différences très fortes, donc c'est pas simplement le revenu. Moi, j'ai nombre de collègues, finalement, être prof, ça leur permet de leur payer leur quotidien, mais leur petit... Donc,
Mais ce n'est pas ça qui est leur principal revenu, ou en tout cas, leur patrimoine est constitué autrement. Et vous voyez d'ailleurs, il est parfois un investissement dans un logement. Tout de suite, vous pouvez avoir 200 000 à 300 000 euros de gains en le revendant, alors que si vous devez penser votre progression salariale, il faudra du temps avant de pouvoir accumuler cela. Donc la dimension patrimoniale, Piketty l'a souligné, est extrêmement importante. Cela dit, donc, Antoine Dain mettait en évidence combien finalement des personnes pouvaient, par choix, décider d'investir, de quitter un emploi relativement prestigieux pour faire du néo-artisanat de haute qualité, sans jamais fréquenter le milieu des artisans du métier traditionnel. Et donc, quelque part, c'est là que ça montre qu'il ne faut pas confondre classe sociale et catégorie socio-professionnelle, même si c'est associé. Et dans le milieu académique, je pense qu'il y a la question statutaire, il y a la question évidemment des prestiges des lieux, et puis aussi les ouvertures sur d'autres mondes qui te permettent de contacter le ministre, qui te permettent d'être en face d'un CIO d'une grande entreprise et de discuter avec lui, de présenter des projets. Et donc c'est là qu'on voit que quelque part, il y a pas simplement une assignation professionnelle, mais une entrée dans un milieu plus vaste où se rencontrent les personnes de pouvoir et où se trouve finalement la domination. Tout à fait d'accord avec Claire sur la question des transferts et que les désajustements ne sont pas propres à la question de transfuge de classe. Oui, c'est des questions complexes que vous avez posées, mais je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, qui me conduisent à repenser classement, reclassement et déclassement. Et ça rejoint aussi, Madame, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en étant, entre guillemets, reclassé dans le milieu académique de sociologue, pour un chef d'entreprise plus, je sais pas, ou financier, comme vous dites, les sociologues, c'est rien du tout. Sauf que il faut regarder d'où on vient. C'est-à-dire que la probabilité de devenir sociologue pour certains d'entre nous, elle était quand même mince. Vous comme moi. Hein, instituteur, même ma mère ou mon père, ils ne pouvaient même pas penser à instituteur. Parce qu'on restait au cul des vaches, comme il disait. Hein. Mais bon, donc, si vous voulez, c'est pas enviable pour un certain nombre de professions, et nous sommes déclassés. Mais c'est quand même, pour certains d'entre nous, un reclassement extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre quand même, financièrement, peut-être qu'on est mal payé, mais on vit quand même notre métier comme une passion. On transmet. Je veux dire, non seulement on a échappé, et je n'ai pas de mépris pour le travail manuel, mais dans mon village, c'est ce que disaient tous les gamins, on ne veut pas travailler manuellement. Hein? Bon, et donc, on peut vivre notre métier comme une passion, et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est les autres qui rigolent. Bah, les autres. Mais j'allais dire un gros mot. Mais non, c'est ce que je voulais vous dire, c'est la réussite, c'est de là où vous vous situez. Si vous regardez dans les milieux supérieurs, financiers, qui cumulent tous les capitaux, y compris économiques et financiers, nous sommes des petits. Nous sommes les petits. Mais en même temps, parce que moi je l'ai vu avec quelqu'un, ils n'ont pas forcément le capital culturel que nous avons. Et de temps en temps, quand ils se marient avec des filles qui sont d'enseignement supérieur, ça adjoint un capital au couple qu'eux n'avaient pas, parce qu'ils n'ont pas fait des écoles qui, effectivement, leur a donné une culture dite générale. Hein. Alors, je ne voulais pas dire ça. Et puis ensuite, quand vous regardez d'un point de vue de ceux qui, entre guillemets, n'ont pas réussi, c'est-à-dire, voilà, eux, ils disent c'est une réussite, mais c'est une réussite qui est recodée, comme le montre très bien Adrien, dans leur univers. Par exemple, dans mon village, on me dit, mais je reprends le quart
pour aller dans le village. Et on me dit, mais t'as pas de voiture? Ben non, j'ai pas de voiture. Ben ça, Et après, on me dit, mais oui, mais Ouest France avait fait un truc. Elle dit, oui, mais t'es pas passé à la télé. Je veux dire, la réussite, c'est être dans le journal, d'être passé à la télé. Et nous, en sociaux, jamais on fait ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ce qui nous donne des possibilités de critiquer aussi l'univers dans lequel on est, qui, eux, ont des systèmes de consécration de l'entre-soi qui n'est pas piqué des vers, hein, et que donc, il me semble que la lucidité critique des transfuges, c'est de pas se faire prendre au piège de l'inculcation bourgeoise des façons d'être, de penser surtout, et de rapports sociaux avec les autres. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu au truc. Si, mais d'ailleurs, j'ajoute quelque chose sur les profs, parce que j'ai entendu la notion de déclassement, j'ai entendu à l'université, on n'est pas en haut de l'échelle des revenus par rapport à la société, évidemment. Mais dans mon livre, alors ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, c'est que tous les parents du livre, les 15, voulaient que leurs enfants soient profs. Alors, ils voulaient aussi qu'ils soient médecins, pourquoi pas. Ils voulaient aussi qu'ils soient avocats, pourquoi pas. Parce que prof, avocat, médecin, c'est les 3 costumes quand on a un métier alimentaire qu'on n'a pas choisi, qui sont pratiques parce qu'on les a vus à la télé ou qu'on voit ce que c'est, ou on a eu affaire à eux. Bon, pas trop les avocats quand on vient d'un milieu populaire, mais le médecin, le prof, on sait ce que c'est. Et donc, en fait, ils ont tous voulu que leurs enfants fassent prof. Moi, mes parents voulaient absolument que je sois prof de français. Bon, quand je suis allé ils n'avaient aucune idée de ce que je pouvais faire avec de la littérature, mais c'était, du coup, il va être prof de français, ce sera génial. Et en fait, j'ai pu constater à l'inverse, dans les milieux ensuite que j'ai été amené à fréquenter à l'ENS notamment, comment devenir prof de français au collège, c'était un pis-aller. Alors que pour les parents de mon livre, c'était le Graal. Monsieur le professeur, madame la professeure. C'est le fonctionnariat aussi. Voilà, et en fait, il y avait ça. Ça, je l'ai vu très fort. Et je pense, pour répondre à ce que vous dites, madame, que tous les destins sociaux sont à raconter, tous les ajustements, les incompréhensions, mais quand même que l'accès aux études est un peu le nerf de la guerre, parce que nous, d'où on parle, effectivement, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exprimer dessus, mais les gens n'ont pas pu faire d'études et donc, dans la très grande, écrasante majorité des cas, pas pu choisir leur métier. Et ce que disait Rosemary sur la passion, c'est vrai qu'on a, que ce soit en politique, dans les médias, dans l'université, ou même l'associatif, c'est des métiers quand même qui font rêver, qui sont un peu romantiques, d'une certaine manière. Bon, écoutez, je sens qu'on pourrait prolonger longuement. Il est déjà 13h20. Je crois que le plus raisonnable, c'est de se... Non, restez. Merci à tout le monde. Merci.